Voilà, mes chers collègues, nous avons la chance d'avoir avec nous cet après-midi l'un des hommes les mieux informés de France, Pascal Perrineau, politologue, spécialiste de sociologie électorale, et cette année, c'est une année, enfin l'année prochaine, une année particulièrement importante pour nous. Il analyse en permanence les tendances de l'opinion, il nous en dira probablement peut-être quelques mots tout à l'heure. Professeur des universités à l'IEP de Paris, où il enseigne la science politique et dirige le programme Vie politique. Il a été directeur de 1991 à 2014 du CEVIPOF, centre de recherche politique de Sciences Po associé au CNRS, un des principaux centres de l'étude de la vie politique en France et en Europe. Et j'ai cru comprendre, cher Pascal, que depuis hier, vous étiez président des anciens élèves de Sciences Po. Bravo, Monsieur le Président, on peut vous applaudir. Pascal Perrineau est aussi le politologue de France Info, particulièrement dans les années électorales, ainsi que de la chaîne publique Sénat, et intervient sur de nombreux médias. Il était dimanche sur Europe 1 dans l'émission de David Abiker, C'est arrivé demain, sur le thème « Les électeurs de gauche peuvent-ils influer sur les primaires de la droite ?» Quelle question. Il intervient également dans l'émission C'est dans l'air sur France 5. Il est responsable depuis 6 ans de la page Études politiques du Figaro qui, une fois par mois, fait le point sur un grand enjeu politique au travers de l'interprétation de données d'enquête et d'opinion. Il va aujourd'hui, cet après-midi, nous faire part de son analyse sur la confiance et l'attachement des Français à la commune, mais également de la sociologie électorale actuelle. Il est également aussi par la même occasion l'auteur de nombreux ouvrages, dont les plus récents La France au front, essai sur l'avenir du Front National en 2014, Le choix de Marianne, pourquoi et pour qui votons-nous en 2012, La décision électorale en 2012, Le vote normal, les élections présidentielles et législatives d'avril-juin 2017. Pascal, je vous laisse la parole. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, les maires, les conseillers municipaux, je vais, si vous voulez, j'ai environ trois quarts d'heure, hein, on va fonctionner, si vous le voulez, en 2 temps, sur des sujets apparemment différents et qui pourtant ne le sont pas complètement. D'abord, vous êtes une union des maires, vous réfléchissez depuis ce matin, et je suis avec vous depuis le déjeuner, aux problématiques très nombreuses qui assaillent les maires que vous êtes, qui vous rendent la vie difficile, parfois extrêmement difficile. Et bien sûr, il est intéressant de convoquer l'espace de quelques minutes ceux qui ne sont pas là ou pas complètement là, à savoir les électeurs, les Français. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Et qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui vous arrive? Et qu'est-ce qu'ils pensent également, ces Français, de l'avenir de leur commune, dans la peu commune redistribution territoriale à laquelle on assiste. Donc, si vous voulez, ça sera le premier temps de ma réflexion. Et puis ensuite, on procédera plutôt par questions-réponses. Si vous voulez que je vous dise... voilà un peu où il me semble, au regard des très nombreuses enquêtes dont on dispose, où nous en sommes à quelques encablures des multiples consultations électorales qui nous attendent. Parce que tout de même, de ma vie de politologue, je n'ai jamais vu ça. Je rentre et mon épouse me dit « Est-ce que tu vas tenir ?» Je rentre dans 10 mois de campagne électorale. Hein, ça a commencé, ça finira en juin. Et si jamais, d'ailleurs, il y a certains résultats compliqués, pourquoi pas des consultations qui viendraient en rafale pour essayer d'équilibrer ou de faire vivre ensemble des pouvoirs politiques qui ne pourraient pas vivre ensemble. Hein. Tout est possible, vous savez. Hein. Donc, primaire de droite et du centre, primaire de gauche, présidentielle et législative. Donc, on partira, si vous le voulez bien...
et sénatoriales. Et sénatoriales en septembre. Donc, il faut rajouter 4 mois aux 10 mois. 14 mois, c'est pas possible. On va arriver tous sur les genoux. Hein. Bien. Alors, et on procédera là par questions-réponses. Et je m'efforcerai de répondre à vos questions dans la mesure de mes connaissances. Alors d'abord, les Français et la commune. Les enquêtes sont extrêmement nombreuses. Nous en avons faites récemment, d'ailleurs avec l'appui de l'Association des maires de France, juste avant le Congrès national. En effet, François Baroin, son président, m'avait dit profitons du fait que vous avez un échantillon exceptionnel. On n'a jamais interrogé autant de Français dans un échantillon, 24 000. Hein, c'est la fameuse enquête électorale française, vous savez, qui a démarré il y a maintenant plusieurs mois et qui va se poursuivre justement jusqu'en juin. Et donc, c'est un échantillon de 24 000 Français, représentatif de la population électorale. D'habitude, un sondage, c'est 1000. 800, assez souvent. Là, il y a 24 000 personnes, donc on peut sonder véritablement les têtes et les cœurs, en espérant qu'il reste un peu de cœur chez les Français vis-à-vis de la politique, ce qui ne me semble pas toujours évident. Hein, parce que le cœur est souvent un cœur en colère. Alors, on a sondé en particulier sur l'attachement à la commune par rapport à d'autres collectivités, et puis on a sondé également sur l'avenir de la commune. On a sondé sur ce qui fait sens aux Français aujourd'hui, à l'heure où on est dans une crise d'appartenance phénoménale, peu commune, qu'on n'a jamais connue depuis des décennies. Hein, toutes les communautés d'appartenance semblent craquer. La famille, les groupes sociaux, les groupes de génération, l'appartenance nationale sur laquelle il y a des doutes en tous sens. Qu'est-ce que c'est que le lien national aujourd'hui? La crise des identités qu'on cherche à inventer, l'identité régionale, l'identité européenne, l'identité mondiale avec le développement de la gouvernance mondiale. Bon. Dans ce champ qui est souvent un champ de ruines, qu'est-ce qui résiste? Et là, ça va être le quart d'heure câlin pour vous. Ce qui résiste, ce sont deux choses. Au fond, deux patries. Les Français ont deux patries aujourd'hui. Ils ont bien sûr la France, même s'ils s'interrogent sur ce que c'est que faire France. Et la réponse n'est pas aussi évidente qu'elle l'était encore il y a quelques décennies, parce que notre population a évolué, les attentes ont évolué, l'individualisation, comme on dit, a fait son œuvre. Donc, voilà, avant, on héritait d'une condition de Français, très souvent. On était Français comme l'avaient été nos parents, nos grands-parents. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. On veut toujours partir de soi, quitte d'ailleurs à être très fatigué. Il y a un livre éblouissant qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». Hein, parce qu'à force de partir de nous-mêmes, c'était pratique de dire « moi, je vais faire comme papa, maman, ou comme mon voisin, ou comme... » Voilà. À force de partir de soi, par moment, on est sur les genoux, quoi. Hein, pars de toi, vous savez, en tant que parent, d'ailleurs, ça a dû vous arriver vis-à-vis de vos enfants. Réfléchis, mon petit, pars à partir de toi-même. Et de temps en temps, les gosses, ils ont envie de vous tuer. Mais dis-moi ce qu'il faut faire. Hein, dis-moi ce qu'il faut faire. Bon. Donc, tout cela pose problème. Mais il y a la patrie, la France. Et puis, quelle est la patrie qui tient en face? La patrie qui tient en face, c'est la commune. C'est la commune, et c'est pas l'un ou l'autre pour les Français. C'est l'un et l'autre. Ce qui fait sens pour les Français, c'est la France et la commune. Et en cela, si vous voulez, les Français sont des constitutionnalistes hors pair. Vous savez que maintenant, dans l'article 1er de la Constitution, il est précisé que l'organisation de la République est décentralisée. Ils ont pris ça au pied de la lettre, les Français, pour la commune. Pour le reste, c'est plus compliqué. Mais pour la commune, ils ont pris ça au pied de la lettre. Et il y a, bien sûr, en France, mais c'est un trait historique très profond, très lointain, il y a une faiblesse de tout ce qui est intermédiaire. Des collectivités intermédiaires, des corps intermédiaires, ce remarquable observateur. Quand j'écoute certains analystes aujourd'hui, je me dis, ils ne tiennent pas la route par rapport à Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, vous l'ouvrez encore aujourd'hui, vous dites, mais c'est incroyable, il parle de nous, quoi. Il parle vraiment de nous.
et en particulier sur cette question de l'État, des citoyens et des corps intermédiaires. Il dit des choses lumineuses. Hein, on va pas tomber dans les citations, mais un jour, si vous avez un peu de temps à perdre, lisez Tocqueville, vous en perdrez vraiment très peu du temps, contrairement à beaucoup de choses dont on peut se passer aisément. Donc une grande faiblesse des collectivités intermédiaires et une difficulté dans un mouvement de réforme de la puissance publique à faire en sorte que ces collectivités intermédiaires aient vraiment du sens. Et très souvent, d'ailleurs, ce sont les plus vieilles collectivités, comme le département, qui font encore de la résistance. Mais les nouvelles collectivités ont du mal, en particulier la région, et en particulier la nouvelle région. Il faut dire que la manière dont la réforme a été faite aide peut-être à comprendre la difficulté que les Français ont à s'approprier ces 13 nouvelles régions. Alors, et puis, au-dessus de la nation, bien sûr, l'Union européenne. L'Union européenne, vous voyez, ça ne marche pas très fort. Et en ce moment même, ça marche de moins en moins fort en termes d'identification. Donc, deux isolats qui résistent. Alors, progressons. Cet attachement communal, qu'est-ce que c'est? Vous savez, très souvent, des bons esprits, ou ceux qui se prétendent tels, disent « oui, c'est simple, c'est la querelle des anciens et des modernes. D'un côté, il y a ce peuple un peu arriéré, pas très développé, qui est attaché à ce qui a toujours existé, les paroisses et les communes. Puis de l'autre côté, il y a la France moderne, il y a la France qui innove, il y a la France qui invente, et qui se porte sur des collectivités d'un nouveau type, que les Français d'ailleurs ne connaissent que très peu. Eh bien, ça n'est pas du tout cela quand vous regardez. Il ne faut jamais se contenter d'idées toutes faites, de stéréotypes. Hein, et Dieu sait si la vie politique est bourrée de stéréotypes. Il ne faut pas se contenter de stéréotypes. L'attachement à la commune, ce n'est pas du tout une nostalgie. Ce n'est pas du tout un repli, un bunker dans lequel on s'enfermerait avec son maire et ses conseillers municipaux. C'est un besoin d'appartenance, la commune. C'est le reflet d'une confiance. Et je reviendrai tout à l'heure dans cette confiance. Vous savez, un des pères fondateurs du processus révolutionnaire, l'abbé Sieyès, disait une chose, le pouvoir vient d'en haut. Ça, c'est vrai, assez souvent. Mais la confiance, sans laquelle le pouvoir ne peut pas fonctionner, elle ne vient pas d'en haut, elle vient d'en bas. Et c'est ce qui fait la solidité du lien politique. Le pouvoir vient d'en haut, mais la confiance vient d'en bas. Et la confiance, elle se construit chez vous. Elle se construit autour de vous. Elle se construit avec vous. Avec ce que Louis Fogel appelait tout à l'heure ces semeurs d'avenir. Parce que vous donnez encore, pas tous peut-être, mais vous donnez encore envie en matière politique. Et ça, vous pouvez en être tout de même satisfait. Vous donnez envie. D'ailleurs, ça se voit dans les taux de participation. Ça tombe partout, mais ça tombe moins chez vous qu'ailleurs. Ça résiste, le taux de participation au municipal. Donc, là-dessus, soyez confiants, comme on disait dans d'autres instances. C'est-à-dire, vous n'êtes pas les porteurs de l'archaïsme contre la modernité. Je ne vais pas vous infliger, j'ai amené les tableaux si ça vous intéresse, mais vous les avez d'ailleurs dans la revue Maire de France. Tout ça a été publié, donc regardez ça. C'est intéressant, les soirs de blues, ça vous redonnera un peu de punch, d'énergie. Et je comprends votre blues. Mais vous savez, le blues, ce n'est pas simplement dans les communes, c'est dans toutes les institutions. À l'université, nous en parlions tout à l'heure avec Louis Fogel, le blues, on l'a vraiment. Vraiment. Donc, ce n'est pas l'archaïsme contre la modernité, quel que soit l'âge. Chez les jeunes, c'est 2/3 des jeunes Français qui ont confiance dans leur mère. Vous voyez ? Certes, les personnes âgées ont encore plus confiance en vous, mais enfin, vous voyez, quand il y a 62 ou 63% des jeunes citoyens de 18 à 24 ans qui ont confiance dans leur mère, ça veut dire quelque chose. On ne va pas nous faire le coup de l'archaïsme contre la modernité, des vieilles générations contre les nouvelles. Ça ne marche pas. C'est du mensonge, ça.
Deuxièmement, les milieux sociaux, mais c'est tous les milieux sociaux, sans exception, les milieux sociaux dits modernes, qu'est-ce que ça veut dire? Les cadres supérieurs et les professions intellectuelles, mais aussi les ouvriers, les employés, les paysans ou ce qu'il en reste dans les communes rurales, etc. Ils vous font confiance de la même manière, à des niveaux vertigineux parfois. Quel homme politique ou quelle instance élue rêverait aujourd'hui d'avoir plus de 70% de confiance? Je vais vous dire, là, il n'y a pas beaucoup d'élus, c'est le cas de le dire. Hein, il n'y a pas beaucoup d'élus qui peuvent arriver à ce niveau-là. Quel que soit le diplôme, les sachants, comme on dit. Ce qui ne veut rien dire, d'ailleurs. Ce qui ne veut rien dire, parce que moi, j'ai rencontré, dans ma profession, le diplôme, bien sûr, est essentiel, des sachants complètement abrutis et des sans diplôme d'une intelligence peu commune. Et quand un sachant est abruti, croyez-moi que c'est nocif. Hein. Voilà. C'est très nocif. Donc, quel que soit le diplôme, les gens sans diplôme ou avec le CEP, et puis l'agrégé, le bac plus 4, voilà, c'est le même niveau de confiance vis-à-vis du maire et de l'institution municipale. Quel que soit le degré d'urbanisation, parce qu'on nous fait très souvent le coup. Ben oui, c'est les petits ruraux, là, contre... Ou d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le rural aujourd'hui? Quand vous êtes maire d'une commune dite rurale, il suffit de regarder le recensement de l'INSEE. Ben voilà, la population n'est pas rurale. Hein, c'est une population qui vient dans vos zones pour différentes raisons économiques, l'accès à la propriété qui n'est pas possible ailleurs, le choix d'une vie tranquille, la convivialité du lien social dans de petites unités, c'est ça. Hein, mais que vous preniez des communes de la région parisienne, de l'agglomération lyonnaise ou de l'île Roubaix-Tourcoing et la commune du fin fond de la Corrèze, le niveau de confiance est le même. Donc ce n'est pas une affaire urbain-rural. Les grands contre les petits, les gros contre les petits, ça n'est pas ça. Et enfin, dans une assemblée plurielle comme la vôtre, est-ce que ce serait un clivage politique derrière? Est-ce qu'il y aurait la gauche contre la droite, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. Là, je ne résiste pas. On va vous montrer tout de même un tableau, parce que là, vous dire, il raconte des bêtises. Voilà. L'attachement à la commune, vous avez en bas du tableau le vote au premier tour de la présidentielle de 2012. L'attachement fort à la commune, vous voyez, c'est tout à fait en bas. Dans l'électorat de Mélenchon, 71%. Dans l'électorat d'Hollande, 76%. Dans l'électorat de Bayrou, 74%. Dans l'électorat de Sarkozy, 77%. Dans l'électorat de Marine Le Pen, 72%. Ça arrive rarement, je vais vous dire, de mémoire de politologue, ce tel unanimisme politique. Hein, on est tout le temps en train de transformer le combat politique en guerre de tranchées. Là, il n'y a aucune guerre de tranchées. Hein. Hein, vous voyez, c'est même étonnant, c'est rare. Hein, un unanimisme pareil. Hein. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'archaïsme contre la modernité. Qu'est-ce que c'est? C'est l'échelon idéal pour faire vivre la démocratie. La commune pour les Français. Hein. À l'heure où la démocratie nationale est en crise, regardons attentivement les prochains taux de participation aux élections. Hein. Parce que la colère est telle, il y a deux manières d'exprimer sa colère en France. Il y a sortir du système, l'abstention, ou bien on reste un pied dans le système, mais on est en dehors, le vote blanc, qui maintenant est comptabilisé à part, donc on peut avoir l'impression qu'on... Voilà, et regardez le vote blanc régional. Hein, bon. Et puis, la seconde manière, c'est d'utiliser tous les protestataires en tout genre, de toutes les catégories. Hein. C'est, vous voyez, deux manières d'exprimer sa hargne et sa grogne. Hein. Et soyons attentifs, parce que là, il y a des symptômes de dérèglement dans la démocratie nationale. La démocratie européenne, elle est marginale. Elle est marginale d'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de démocratie au sein même des institutions européennes. Et quand il y en a, le Parlement européen, plus il y a d'élections européennes, moins les Français votent. Je vous rappellerai, aux dernières européennes, 57% d'abstention, presque 6%. 6 Français sur 10 sont restés chez eux. Donc même, vous voyez, on dit « Ah, l'Europe, il n'y a pas assez de démocratie ». Mais quand on leur donne la parole, voilà, les Français ne l'utilisent pas beaucoup. La démocratie départementale et régionale, il faut faire attention. Parce qu'elle peut être contestée. Et les pourcentages
d'abstention aux dernières départementales et aux dernières régionales, c'est-à-dire un Français sur deux, c'est préoccupant. Il y a de la part des pouvoirs régionaux et des pouvoirs départementaux un travail de conviction à faire. Dans le nouveau dispositif législatif, ces collectivités gardent pour certaines des pouvoirs, en acquièrent pour d'autres qui sont des pouvoirs essentiels pour la vie quotidienne des Français. Et donc, qu'un Français sur deux ne dise pas son mot, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et les Français sont capables d'entendre ça. Hein? Encore faut-il leur dire. Mais les hommes politiques, très souvent j'ai envie de leur dire, soyez comme nous les profs, un peu rasoirs. Un élément essentiel de la pédagogie d'un prof, c'est la répétition. Oser répéter. Voilà, hein? Oser répéter. Répéter, c'est une manière aussi de convaincre. Hein? Donc, une démocratie nationale en crise, une démocratie européenne marginale, une démocratie intermédiaire, départementale et régionale contestée, et une démocratie intercommunale qui est dans les limbes. Parce que d'abord, il faudrait que les Français s'y retrouvent dans l'intercommunalité. Et pour l'instant, vous voyez, c'est flou. C'est plus que flou. Hein? Voilà. Et donc, et puis, c'est pas follement démocratique, disons-le. Hein? Donc, les Français, ils sont pas sots, hein? Pas prendre les gens pour des imbéciles, ce qui est la tendance de trop de personnes. Hein? Et donc, c'est une démocratie qui, pour eux, est dans les limbes. Et tant qu'il n'y aura pas de réponse convaincante, eh bien, ils resteront eux-mêmes dans les limbes. Donc, un échelon idéal pour faire vivre la démocratie, pour que le tissu social et politique, tout simplement, tienne à l'heure de grands défis. Alors, un ancien président de la République avait une sentence prémonitoire. Vous savez, pendant longtemps, la France, qu'on soit de gauche ou de droite, on était avec des Jacobins. Hein. Voilà, on était avec des Jacobins. Et puis après, on a eu des Jacobins qui se sont convertis à une certaine forme de girondinisme, c'est-à-dire de respect et de demande d'expression des pouvoirs locaux. C'était plus la France et le désert français. Hein. Et De Gaulle a été un des premiers. Quand vous écoutez De Gaulle au début de sa carrière, en termes de jacobinisme, on était servi. Et puis, écoutez De Gaulle avant qu'il quitte la scène, 1969. Hein, c'est plus le jacobin qu'il l'avait été. Mitterrand, sous la 4e, et encore au début de la 5e, c'est un jacobin hors pair. Puis écoutez le Mitterrand qui enclenche le mécanisme des lois de fer. La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire, ce qui est certainement vrai. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. C'est 1981. Mais aujourd'hui, ce diagnostic est plus que jamais vrai. La France a vraiment besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Alors que toute la crispation est souvent sur le pouvoir national qu'on va renforcer, voilà, alors qu'on n'en a plus les moyens. Hein? Alors, pour ne pas se défaire, à quel niveau? Pour ne pas se défaire socialement. Et dans le petit groupe que François Baroin nous avait demandé de fonder, avec Éric Orsenat en particulier, Éric disait la chose suivante qui est forte. Il disait « Qu'est-ce que c'est qu'un maire? C'est celui qui répare les vivants. » Et en vous écoutant tout à l'heure, et en écoutant tous ces témoignages sur votre département, les inondations, les drames, pas simplement économiques, humains, personnels, des cadres de vie qui disparaissent, des lieux symboliques comme une mairie qui disparaissent ou qui sont transformés par des torrents de boue, eh bien, on est au cœur de cela. Et là, on a vu, dans la solidarité, dans les témoignages, des maires qui faisaient quoi? Eh bien, qui réparaient les vivants. Et aujourd'hui, dites-vous bien qu'il y a peu de pouvoir qui répare les vivants. Pendant des siècles, la France a vécu avec des prêtres qui réparaient les vivants. Hein? Aujourd'hui, l'état des croyances en France fait que ça n'est plus tout à fait le cas. Il y a quelques catholiques pratiquants réguliers qui font de la résistance, mais enfin, voilà, ça n'est plus... Voilà. Donc, comment répare-t-on les vivants quand on sort de cet âge du sacré? Hein? Et c'est là où vous, les fantassins de la République, vous êtes au premier plan. Hein? Vous êtes d'une certaine manière, au jour d'aujourd'hui, ceux qui réparent les vivants.
à l'heure où on répare de moins en moins les vivants dans des presbytères ou des églises. Et Dieu sait si cette église qu'on a vue tout à l'heure était belle. Et c'est important, je crois, pour la mémoire des villages de réparer ces lieux qui ont eu du sens dans la tessiture de vos communes et qui ont encore du sens parce que ce sont des repères. Hein. Mais voilà, il faut bien vous rendre compte que vous jouez un rôle essentiel, même si parfois vous souffrez d'un déficit de moyens criant. Mais la solidarité, parfois, peut faire de belles choses. C'est rare dans des émotions comme ça d'être un peu ému. Et je vous assure, tout à l'heure, en vous voyant là, avec ce chèque, vraiment, c'est émouvant. Hein, parce qu'il faut voir ce qu'il y a derrière, pas le chèque, ce qu'il y a derrière, hein, comme actes anonymes, et puis les petits actes qui font les grandes rivières. Ne pas se défaire socialement, ne pas se défaire économiquement. Et là, tout de même, les collectivités locales, vous représentez 70% de l'investissement public civil. Et c'est 2/3 de ces 70% qui viennent du bloc communal. On parle beaucoup de la relance, relancer l'économie. On est là, oh là là, ça y est, ils se sont mis d'accord à l'OPEP, on va payer la, je vais vous dire, on va la payer l'addition là. Hein, cet accord auquel personne ne s'attendait, on va le payer. Hein. Ça ne va pas faciliter la relance qui est déjà complètement anémique. Hein. Et voilà, les investissements dont vous êtes porteur, ça devient mais de l'essentiel. Si ça s'affaiblit, si ça se tarit, on est mal parti. On est mal parti. Et ne pas se défaire aussi politiquement. La politique au sens noble du terme. Le maire est la seule figure aujourd'hui. La seule. Vous savez, je fais depuis 7 ans un baromètre de la confiance politique. Qui d'ailleurs, il faudrait mieux l'appeler aujourd'hui le baromètre de la défiance politique. Ça n'a plus de sens de parler de confiance politique. Sauf pour vous. Et le conseil municipal. Parce que je mesure la confiance vis-à-vis des personnes, mais aussi vis-à-vis des institutions. Et d'ailleurs, les institutions locales s'en tirent plutôt pas mal. Mais la figure politique, c'est le maire. 63% de confiance dans la dernière enquête de mars dernier. Les conseillers départementaux, 39%, les conseillers régionaux, 37%, les députés, 21%, les partis, 8%. Et les institutions nationales, je ne mentionne pas les chiffres par charité. Donc, non, parce que c'est au-delà des rires, il faut bien faire attention. Nous sommes un régime présidentiel ou semi-présidentiel. La présidentielle est encore l'élection, on va en parler tout à l'heure si vous le voulez, qui mobilise le plus les Français. Elle est aussi touchée par une anémie démocratique, comme les autres, hein, mais tout de même. Donc ça veut dire que ça a du sens pour nous, la cérémonie présidentielle. Et donc la figure présidentielle. Et ce qui se passe, soyons larges, on n'est pas là pour faire de la politique, hein, ce qui se passe depuis 10 ans est préoccupant. La manière dont s'effondrent les confiances vis-à-vis de cette figure essentielle du système politique, qu'est le président de la République, est préoccupante. Et ça a commencé, même si ça a atteint des degrés vertigineux, ça a commencé avant François Hollande. Donc, il y a là quelque chose qui, vous voyez, quand on prend un peu de hauteur, pose vraiment problème. Hein? Parce que si c'était une institution que les Français avaient décidé de déserter, on se dirait, bon d'accord, ils veulent aller vers un régime parlementaire, pourquoi pas d'ailleurs. L'essentiel de nos voisins en Europe vivent avec une démocratie parlementaire, hein. Ils se portent très bien. Mais comme ce n'est pas à l'ordre du jour et qu'on continue avec cette élection présidentielle, vous voyez, si on s'installe dans cette défiance qui s'apparente à de la haine maintenant. J'ai un collègue à Sciences Po qui est un collègue britannique, donc il peut se permettre des libertés que nous n'avons pas, qui a sorti un livre très intéressant qui s'appelle The Hate of Politics, hein, la haine de la politique. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Et quand ce sont les institutions clés de la représentation politique qui font l'objet de ce rejet, attention. Attention. Et il y a dans les enquêtes, on pourra en parler tout à l'heure, des phénomènes qui sont préoccupants. Et par rapport à la commune, bien sûr, les menaces sont multiples. Alors, il y a d'abord des menaces
on se demande si parfois les gens qui portent ça se rendent bien compte de ce qu'ils disent. Ce que j'appellerais, faute de mieux, le délire technocratique. Alors je suis prudent parce que les technocrates, je contribue à les former ou à les déformer, donc voilà, soyons modestes tous à notre place. Mais tout de même, on entend parler de plus en plus d'un tissu communal qu'il faudrait ramener à une 1500 grosses unités, quoi. À la place des 35 900 communes. Je veux dire, on est en plein délire, quoi. S'attaquer à j'allais dire, au dernier élément qui marche dans la représentation. Vous voyez, c'est une démarche politiquement totalement masochiste. Mais j'avais un vieux collègue qui avait écrit un livre très drôle, Que le meilleur perde, qui était un livre, je vous recommande de lire, c'était très drôle. Que le meilleur perde, quoi. Il y a par moments, la classe politique est saisie, les meilleurs sont saisis de discours, mais incohérents. Incohérents. L'intercommunalité, très bien, les Français disent d'ailleurs il faut que les communes travaillent ensemble, se rapprochent, mais attention à l'intercommunalité subie et non pas choisie ou voulue, discutée, mise en débat. Quand l'intercommunalité prend l'allure de l'intercommunalité subie, il faut faire attention. Troisièmement, les communautés XXL dont on parle. Je veux dire, attention de la fascination du gigantisme, où le lien, pas simplement le lien démocratique, le lien va se perdre. Déjà, nombre d'hommes politiques ont des images de professionnels qui ne pensent qu'à eux, d'une classe politique totalement avertie. Les communautés XXL, c'est le meilleur moyen de renforcer cette réalité et cette perception. L'amoncellement ensuite des lois, des décrets, des normes. J'ai fait un effort, moi, dans la période récente, puisqu'on me demandait, Monsieur Perrineau, qu'est-ce que vous pensez de la loi NOTRe voilà. Donc je m'y suis mis. Ça résiste, je vais vous dire. Je ne suis pas complètement stupide, enfin j'espère, mais par moments je me disais, Pascal, tu vieillis ou tu as de la rigidité mentale, parce que je me demande comment on peut se repérer là-dedans. Et une loi efficace, ce qu'oublient tous les législateurs aujourd'hui, enfin, particulièrement le législateur français, parce que vous avez des autres démocraties en Europe où ça ne fonctionne pas comme ça. Une loi est bonne si elle est simple et lisible. Simple et lisible. On produit de plus en plus des monstres illisibles, qui renforcent le rejet des représentants qui ont accouché parfois de ces monstres. Ensuite, bon, mais ça, on ne va pas retourner le couteau dans la plaie, la baisse violente des dotations, en même temps, c'est ça qui est un peu étrange, en même temps que l'injonction parfois aux dépenses contraintes. Quand on fait passer une pilule, on en fait passer une. Faire passer deux, c'est beaucoup, quoi. Ça résiste. Quand vous êtes malade, vous préférez en prendre une que deux, quoi. Et là, 2 pilules d'un coup, bon, attention. Alors, par rapport à tout cela, pour l'avenir, quand vous regardez ce que les Français en pensent, pas simplement ce que vous en pensez, vous qui êtes au plus proche de vos administrés, c'est que la démocratie, ça se construit par le bas. Et quand on demande aux Français ce qu'on a fait avec l'AMF, l'avenir de la commune, voilà, le respect du tissu communal, ça concerne 64% des Français. Attention, je veux dire. Vous voyez, on peut mettre le scalpel, mais il faut savoir qu'il y en a 64% qui demandent à être convaincus. Ça ne veut pas dire que c'est l'immobilisme, les gens qui ne veulent pas changer. Mais on agit bien quand on réforme que si on connaît le rapport de force. Allez, c'est 2/3 des Français qui disent « attention à ma commune ». Voilà. Vous en avez 23% qui sont sur un schéma la fusion, voilà, et 12% sur la disparition au profit de structures intercommunales telles que les communautés de communes, les communautés d'agglomération ou les métropoles. Voilà le rapport de force. Quant aux réformes, il faut tenir compte de cela. À l'heure du discrédit politique, attention à ne pas tenir compte de ces rapports-là. On va vers des très grandes difficultés, des très grandes résistances et si on passe en force, de la très grande colère.
Et puis, enfin, tout de même, on est un très vieux pays démocratique, non? On peut discuter, on peut se mettre autour d'une table. Hein? Et à cet égard, attention aux réformes par le haut sans concertation réelle. Le redécoupage territorial des régions a été un exemple, mais majeur. Je connais de multiples présidents, essentiellement de gauche, puisque les régions étaient toutes à gauche. Mais également, il y avait un président de droite qui m'ont dit comment ça s'est passé, mais c'est hallucinant. J'ai la liberté des universitaires, on peut dire des choses assez, au moins, c'est ce qui nous reste, la liberté. Mais c'est incroyable. Alors, comme je n'en croyais pas, je téléphonais à un deuxième, je rencontrais un troisième, un quatrième, ils racontaient tous la même chose. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. En France, au XXIe siècle, de fonctionner comme ça, enfin, même par rapport à nos voisins européens. Quand je raconte ça à des collègues allemands, suisses, espagnols, anglais, mais ils nous regardent, mais ils disent, mais de quel pays, de quel pays relevez-vous, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette culture démocratique? C'est ça votre culture démocratique? Hein? J'entends la Corée. Oh. En Corée, ça se passe en famille. Puis quand il y en a un qui n'est pas d'accord, on l'élimine carrément. Hein? Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, parce qu'on pourrait, sur ce qui est devenu le communisme dans certains pays, la familialisation du communisme, Cuba, la Corée, ça doit faire réfléchir, oui, c'est très intéressant. Comment cette formule politique qui voulait réinventer le monde a été ressaisie par la plus vieille méthode d'allocation du pouvoir, qui est celle où on se passe le sceptre dans la même famille. C'est très étonnant, vous voyez, c'est un vrai sujet de réflexion. Hein, un vrai sujet de réflexion. Hein. Moi, j'aime bien réfléchir à voix haute, donc là, merci de m'avoir donné l'occasion. Donc, ce redécoupage des régions, vous savez ce que les Français en pensent aujourd'hui? Il y a un Français sur 4 qui considère que c'est une bonne chose. 3 Français sur 4 disent vraiment la copie était très mauvaise. 3 sur 4. Donc il va falloir les convaincre maintenant, dans le cadre des 13 régions. Alors, vraiment, le boulot est un boulot majeur. Alors, voilà ce que l'on peut dire à la fois, si vous voulez, sur le lien des Français à la commune, sur ce que ça veut dire, ce que ça nous apprend sur l'état du pays, sur les menaces qui sont celles auxquelles vous êtes directement confrontés, et sur l'avenir, parce que nous sommes dans une période, et je fais le lien avec ce dont on va parler maintenant, nous sommes dans une période de réallocation du pouvoir et des pouvoirs, présidentiel, législatif, sénatorial. Les choses vont changer, donc il ne s'agit plus de rentrer dans la technicité de tel ou tel projet, mais il faut savoir que ceux qui prétendent diriger le pays partent sur d'autres chemins que ceux qui ont été empruntés jusqu'alors. Sinon, notre pays est prompt à la révolte. Sinon, la révolte va venir. Alors, il y a différentes manières, elle peut s'exprimer de différentes manières, mais de multiples indicateurs montrent que, voilà, on est rentré dans une période où la révolte est possible. Et vous savez, la France, très souvent, elle ne change pas au consensus. Elle a du mal. Hein? Alors elle change par le collapsus, l'affrontement. Hein? Et en général, ça nous coûte très cher. Donc si on peut éviter ça, que celles et ceux qui demandent nos suffrages s'imprègnent de bons principes. Et une fois imprégnés de bons principes, qu'ils s'efforcent de les mettre en musique, c'est leur métier. Alors voilà ce que je voulais vous dire, non pas pour vous remonter le moral, parce qu'il y a des tas de choses qui doivent vous le mettre dans les chaussettes, mais pour essayer de vous dire, voilà, les Français qui sont là, qui sont aussi ici, bien sûr, voilà un peu ce qu'ils en pensent. Hein, ce qu'ils en pensent, comment ils voient cette affaire. Alors, maintenant, si vous voulez, je préfère fonctionner parce que c'est énorme. Je n'ai pas 3 heures, ça ne serait pas raisonnable et vous la sauriez devant moi, mais
nous avons de multiples échéances et je vais partir essentiellement de vos centres d'intérêt, de ce qui vous intéresse, et je vais m'efforcer d'y répondre. Donc, si vous voulez, on peut fonctionner de la manière suivante. Je prends 3 questions, j'y réponds, et puis vous me dites quand on s'arrête. Hein, voilà. Hein. Voilà. Donc, sur à la fois la primaire de droite, la primaire de gauche, même si c'est extrêmement lointain, mais enfin, on commence à mesurer ça. Sur la présidentielle, sur les législatives, il n'y a pas encore grand-chose à dire, parce que avec la réforme du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral, si vous voulez, les législatives sont de plus en plus des élections qui sont dans l'ombre de la présidentielle et qui reçoivent leur logique de fonctionnement de la présidentielle. Donc tant qu'on n'a pas la présidentielle, c'est complètement artificiel de tirer des plans sur la comète des législatives. Alors je sais que ceux qui ont envie d'être candidats, eux, ils ont envie d'en tirer des plans sur la comète, mais tout ça, je le dis tout de suite, est d'une fragilité énorme. Sinon, je vais m'en poser une. Oui. Alors, la question est les primaires de la droite et du centre. N'oublions pas à chaque fois le centre. C'est des primaires de la droite et du centre. Ça va nous amener à la gauche. Droite, centre, gauche. Voilà. Alors, ces primaires de la droite, elles posent plusieurs questions. Vous savez que pendant des décennies, la France ne connaissait pas les primaires. Nous sélectionnions nos candidats autrement, par le biais des appareils de partis. Et puis, les partis étant devenus ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire tout de même des organisations en pleine crise, faibles, introverties, bureaucratisées, c'est fait chemin l'idée de primaire. Contrairement à ce qu'on dit très souvent, l'idée de la primaire, ça n'est pas né à gauche. C'est né à droite. L'homme qui a inventé la notion de primaire et qui avait même déposé une proposition de loi, c'est Charles Pasqua. C'est lui, l'homme qui a introduit l'idée de la primaire en France. Il n'a pas pu la réaliser. Pourquoi ? Parce qu'il savait très bien que la droite, c'est un milieu comme la gauche, comme le centre, et comme les autres, et comme n'importe quel groupe, où les hommes et les femmes s'affrontent pour le pouvoir. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Pourquoi voulez-vous que ça change ? Bien. Mais tout est dans la régulation du conflit. Or, regardez toutes les présidentielles sous la Ve, il y a toujours eu, à droite et au centre, un affrontement. De Gaulle le canuet, Pompidou, Poher, Giscard, Chaban, Giscard, Chirac, et Dieu sait si ça a accompagné de longues années cet affrontement, et puis Chirac, Balladur. Alors en plus ça, ils étaient issus du même parti. Alors Pasqua se dit tout de même, cet homme qui... J'adorais discuter avec Pasqua. Parce qu'il donnait, le personnage qu'il donnait à voir et ce qu'il y avait derrière, c'était très différent. Et puis il y avait une intelligence politique peu commune. Et Pasqua se dit, ah non, là c'est pas possible. Il va falloir trouver un moyen de régulation, parce que sinon on va se tuer, que le meilleur perde. Hein, on va se tuer. Et donc il dépose, et puis en fait, l'affrontement Chirac-Balladur est allé jusqu'à son terme, et Jacques Chirac l'a emporté dans des conditions d'ailleurs, vous voyez, hein, un mauvais premier tour, voilà. Et un Chirac qui a toujours gagné l'élection en étant en dessous de 20% au premier tour. Hein, bon. Donc, ça vient là. Premier signe. Deuxième signe, la gauche, dans les années 2000, se dit on a perdu, on a même été absent de 2002, du second tour. Nous sommes en pleine déstructuration. Comment se reconstruire ? Il faut demander à notre peuple. Jospin est parti, il n'y a plus de leader, voilà. Il va falloir les consulter. Donc on va créer une primaire à l'américaine. Et le PS a envoyé à l'époque quelques jeunes hommes et femmes brillants aux États-Unis pour suivre la campagne d'Obama.
et voir comment la primaire démocrate fonctionnait. Ils sont revenus et ils ont implanté la primaire qui a bien marché. 2 700 000 votants, c'était un bon taux de primaire, en tout cas beaucoup plus que les quelques centaines de milliers d'adhérents du Parti socialiste. Hein, bon, qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui ne représentent pas vraiment ce que Mitterrand appelait jadis le peuple de gauche. Bon, ça a bien marché, c'était prévu un peu pour Strauss-Kahn, et puis ça a été un autre qui en est sorti. Voilà. Ce qui doit rendre prudent, parce que vous voyez, parfois il y en a un qui peut sortir. Il commence à s'agiter, puis bam, il y a un coup dur, là, il sort, voilà. Et puis vous avez un petit, là, dont on ne parle pas, hop, voilà. C'est tout même ce qui s'est passé, hein. Ce qui s'est passé une fois peut se passer deux fois. Hein, parce que je ne vous rappellerai pas les pourcentages d'intention de vote de François Hollande au début de la primaire. Là, n'importe quel, je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas être déplaisant, mais n'importe quel candidat de la primaire de droite qui est à 1 ou 2% ou à 0,5 même, il y en a un, il a ses chances. S'il y en a un qui sort de... Vous voyez, hein, bon. Donc, la gauche chimée, ça marche. La droite, vous voyez bien que la droite, depuis sa défaite de 2012, alors que l'impopularité présidentielle qui est venue vite pour l'actuel président aurait pu lui libérer un espace politique, ça n'a pas été le cas parce que la droite a été une fois de plus son meilleur ennemi. Les querelles intestines, illisibles pour le commun des mortels, que sont les électeurs, ont explosé, éclaté. On a eu un scénario, Dallas pouvait aller se rhabiller, vous voyez. Hein, c'était bien plus excitant que Dallas. Et il y avait presque autant de morts, quoi. Hein, ça a coûté très cher à la droite. Et la droite s'est dit, voilà, les appareils sont incapables de générer quelqu'un qui ait un soupçon de légitimité. Donc on va faire comme le peuple de gauche, on va demander au peuple de droite et du centre de nous mettre d'accord. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que la primaire de droite, et je vais venir à votre question, est un copier-coller de la primaire citoyenne des socialistes et des radicaux de gauche. Il y a un peu plus de bureaux, mais c'est un copier-coller. Il ne faut pas se priver, c'est du benchmarking de base. Hein. Quand ça marche, eh bien, autant apporter ce qui marche, et non pas ce qui ne marche pas. Bon. Donc, ce peuple de centre et de droite va être appelé aux urnes. Alors, deux difficultés. D'abord, combien de participation? Puisque jamais ce peuple de droite et du centre n'a été appelé aux urnes, on est dans le flou. Pour la gauche, on n'est pas dans le flou. Pour la droite et le centre, on est dans le flou. Donc, on a différentes techniques pour mesurer. Peu ou prou, pour l'instant, avec une marge d'erreur, hein, on estime qu'entre 6 et 8% du corps électoral se déplacera. Ça fait une primaire qui devrait mobiliser entre 2 et 3 millions d'électeurs, ce qui est pas mal. Mais attention, les traditions, les réflexes des électeurs de droite et du centre sont moins à la mobilisation collective que les électeurs de gauche, qui ont plus cette habitude de la mobilisation collective. Hein? Donc là, il y a une petite inconnue. Bon, si on prend cette base, prenons la fourchette base, 6%, l'enquête qui vient de sortir, vous avez peut-être vu les résultats dans Le Monde, c'est 6%. Alors, on a posé la question. La caractéristique, c'est des caractéristiques politiques et sociologiques de cet électorat. L'électorat, d'abord, est comme tous les électorats de primaire, un électorat âgé. La moitié des électeurs, ce seront des retraités. Voilà. Il ne faut pas croire que les jeunes vont se précipiter. Vous pouvez essayer de convaincre vos enfants, les amis de vos enfants. Je vous souhaite bonne chance. Vous allez vous heurter à un scepticisme pour ceux qui sont de droite et du centre, parce qu'on va parler de ceux qui sont de gauche et qui vont peut-être aller troubler le jeu. Voilà. Mais voilà. Donc c'est un corps électoral âgé, c'est un corps électoral relativement aisé en termes de revenus et relativement diplômé en termes de diplôme. C'est ça le corps électoral. C'est des gens, si vous voulez, qui ont un intérêt pour la politique, quoi, et qui donc sont assez bien intégrés socialement, culturellement, etc. Politiquement, aujourd'hui, bien sûr,
Alors vous savez, dans les sondages, on demande de quel parti êtes-vous le plus proche. Ça marche tellement mal que maintenant on dit ou du moins le moins éloigné. Voilà. Et ça marche mieux. Voilà. Parce que moi-même, vous me demanderiez, je suis proche d'aucun parti. Je suis peut-être un peu moins éloigné d'un ou deux. Mais proche, non. Hein. Donc, vous voyez, quand un politologue vous dit ça, alors, la participation la plus élevée, c'est chez les électeurs qui se disent proches des Républicains. Ça tourne, ça varie d'une élection à l'autre, c'est entre 15 et 20% et 18% de cette population. Bien. Ensuite, c'est l'électorat centriste qui est le plus mobilisé. L'électorat UDI, des sympathisants de l'UDI, c'est du 14%. Et l'électorat MoDem, c'est du 8%. Voilà. Ça, c'est les grandes masses. Ça, c'est ce qui va compter. C'est pour ça que, vous voyez, attention à cette histoire, c'est la droite. C'est la droite et le centre. Vous êtes associés. Il y a ici des élus de l'UDI que j'ai rencontrés tout à l'heure. C'est la droite et le centre. Vous savez, le centre, ça résiste en France. Hein. Le Canuet faisait 15, Bayrou a fait à un moment plus de 15. Vous voyez, puis c'est incroyable. Enfin, on disait, vous aviez la gentillesse de dire que j'étais spécialiste de sociologie électorale, mais c'est vrai, vous prenez l'électorat, très souvent encore aujourd'hui centriste, c'est toujours le même. C'est le vieil électorat de la démocratie chrétienne d'après la guerre. Hein. C'est les mêmes terres. C'est des choses, la France a incroyablement changé, mais ce tempérament est là. C'est un tempérament de modération. C'est un tempérament qui croit beaucoup au corps intermédiaire, qui n'aime pas les excès. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelait les modérés, quoi. La droite, modérée, hein, et le centre, modéré. Bon, ça compte. Alors ensuite, il y a 4%, et parfois plus, 4% des électeurs de Debout la France. Alors je mentionne ça parce que Debout la France, au dernier régional, c'est un parti qui avant était très localisé, c'est un parti qui se nationalise, qui représente cette sensibilité de droite souverainiste, voilà, qui dans d'autres pays européens est une réalité. Hein. Donc il y a une partie des électeurs de Debout la France qui ont envie de dire leurs mots, parce qu'ils savent très bien que même s'ils font voter pour Dupont-Aignan, Dupont-Aignan n'a aucune chance, tandis que celui ou celle qui sera choisi dans la primaire de droite, ça sera peut-être le prochain ou la prochaine présidente. Voilà. Bon. Donc ça comptera ici et là, et en particulier dans les terres où ça représente vraiment quelque chose. Hein. Ensuite, il y a des électeurs du Front National, il y en a environ proches du Front National, 4% qui disent on va dire notre mot. Bien. Et puis, il y a les électeurs de gauche. Alors ça, c'est, je vais vous dire quelque chose, puis ensuite je vais nuancer. Le fantasme, parce que c'est sympa la question que vous me posez. C'est les adversaires qui vont décider pour nous, si nous sommes de droite. Hein, voilà. En 2011, il y avait la même chose. Les gens de droite vont se précipiter pour choisir le plus mauvais à gauche, pour que la gauche se plombe. Hein, bon, voilà. C'est du fantasme. Aux États-Unis, depuis que les primaires existent, et voilà, j'étais pendant 2 mois aux États-Unis cet été, j'ai beaucoup travaillé sur la présidentielle, c'est le fantasme. C'est les républicains vont aller décider dans la primaire démocrate et les démocrates vont décider dans la primaire républicaine. C'est epsilon, c'est marginal. Vous savez, quand on est de gauche, aller se déplacer pour la primaire de droite, vraiment, il faut avoir de l'énergie, oui, ou de la foi, ou vraiment, ou avoir une espèce de passion subite pour Bruno Le Maire, Jean-François Poisson, je les vois, oui, mais voilà, oui, bon, c'est pas, il y a des gens de gauche ici, bon, vous irez peut-être, mais vraiment, si vous avez une bonne partie de chasse ou un bon déjeuner, vous n'allez peut-être pas vous précipiter, surtout s'il faut faire 40 km en bagnole. Hein? Donc, ça, c'est quoi aujourd'hui? C'est 2%. 2% des sympathisants de la gauche, partis tout confondus, disent on va y aller. Alors, attention, c'est comme toujours, c'est statistiquement marginal, mais ce qui est statistiquement marginal peut devenir politiquement décisif quand c'est du 50-50. Voilà. Hein? Alors, c'est des gens de gauche modérés, hein, je vais vous dire, parce que moi j'ai tellement de questions, ils sont tellement nombreux que je peux regarder. C'est de la gauche modérée, c'est de la gauche Macron.
C'est-à-dire c'est une gauche qui a oublié qu'elle est de gauche. Vous voyez, voilà, c'est une gauche... Puis attendez, plein de Français se disent, dans les heures dures que nous traversons, sur le terrain de la sécurité, sur le terrain économique, sur le terrain de la présence française sur la scène internationale, ce qui est tout de même à terme un énorme problème, on a besoin de bander toutes les énergies, quelles que soient nos chapelles. C'est normal que les chapelles s'expriment, mais le moment venu, tout le monde sait que celui qui ne pratiquera aucune ouverture plombera le pays. Il plombera le pays, qu'il soit de gauche, de droite extrême ou de gauche extrême, vous voyez, ou du centre. Il plombera le pays. Hein? Donc, c'est plutôt, vous voyez, c'est cette gauche-là. Hein? Alors, pour l'instant, ça ne pose pas de problème, puisque... Mais attendez, c'est dans 2 mois, hein, 20 et 27 novembre. Pour l'instant, les différentiels sont tels que les électeurs de gauche, voilà, ce n'est pas eux qui font la décision. Voilà, c'est les électeurs de droite et du centre. Et le rapport de force, aujourd'hui, vous l'avez vu mesuré, c'est en effet au premier tour un Alain Juppé qui fait la course en tête, un Nicolas Sarkozy qui a rattrapé une partie de son retard et des challengers qui ont encore du mal à exister. Voilà, c'est ça la philosophie. Hein, et un second tour dans lequel, là, le différentiel en faveur d'Alain Juppé est important pour une raison mécanique. C'est, pour l'instant, tout ça peut changer. Hein. Les reports de voix au second tour, les électeurs qui auront choisi les perdants, si les perdants restent les perdants d'aujourd'hui, c'est-à-dire, vous sondez les électeurs de Bruno Le Maire sur l'intention de vote du second tour, les électeurs de François Fillon sur leurs intentions de vote du second tour, et les électeurs de NKM, parce que ça, c'est les électorats qui pèsent. Et dans une région comme la vôtre, certainement l'électorat de Copé. Hein, bon, mais pas dans toutes les régions, parce que pour l'instant, Jean-François Copé fait la course, il existe, mais bon, il a des difficultés. Vous regardez le choix de second tour de tous ces électorats, c'est majoritairement, et parfois très majoritairement, Alain Juppé, pour l'instant. Mais attendez, il n'y a pas eu les débats, il n'y a pas eu la campagne active, encore, vous faites tous des réunions, pour ceux qui sont de droite et du centre, mais voilà quel est le rapport de force. Donc vous voyez, pour l'instant, ce n'est pas une question. Si ça se rapproche du, allez, 36-36 et du 50-50, ah là, oui, les électeurs de gauche pourront jouer à la marge. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais... On a encore le temps d'en prendre quelques-unes? Allez. Ah. Alors la question, c'est pensez-vous que les primaires soient compatibles avec l'esprit de la 5e? Alors là, je vais répondre en tant qu'observateur, mais vous verrez que par moments, c'est inévitable, on est un peu engagé. L'esprit de la 5e, c'est l'esprit de son fondateur. L'esprit de son fondateur, c'est l'esprit gaullien. Aidé, bien sûr, par tous les hommes qui l'ont entouré, les grands juristes qui l'ont entouré, et en particulier par Michel Debré. La primaire aurait paru, je ne veux pas faire parler les morts, surtout des morts aussi prestigieux, mais aurait paru une absurdité au général de Gaulle. Vous savez, le général de Gaulle, c'était un homme pragmatique, imprudent. Quand il invente les institutions de la 5e, vous avez vu qu'au début, il n'y a pas d'élection du président de la République au suffrage universel direct, parce que c'est un homme qui connaît le rapport de force. Il se dit les partis traditionnels, mes alliés d'ailleurs, la droite modérée, le centre, pour eux, l'élection présidentielle, tout ça, c'est un truc de dictateur. Il ne faut pas oublier que l'élection présidentielle, ça avait existé une fois en France, sous la Seconde République, et que ça avait débouché sur le Second Empire. Donc, beaucoup de démocrates, à juste titre, se disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce machin, l'élection présidentielle ? On élit un prince, puis après, il nous fait un bon coup d'État. » Donc non. Donc très souvent, la présidentielle, ça a été identifié à ça. Et la gauche, jusqu'à une période récente, a beaucoup vécu là-dessus. Mendès France, avec le talent de Pierre Mendès France, Mendès France était le représentant de ce tempérament. Quand on discutait avec lui, il disait « Non, écoutez, moi, je me suis... Bien sûr, je soutiens vaguement les candidats de gauche, parce qu'il les soutenait assez vaguement, d'ailleurs, parfois.
Mais je ne soutiens surtout pas la présidentielle et la Ve République. Je considère que c'est une erreur. Voilà, et que la présidentielle, ça nous apportera plus d'inconvénients que d'avantages. Bien. Donc, le général de Gaulle, il aurait trouvé ça absurde. Comme il le disait, l'élection, c'est la rencontre d'un homme qui décide à partir de ses choix, de sa conception du pays et sa conception de l'avenir du pays. Et Dieu sait si de Gaulle était un semeur d'avenir, pour reprendre l'expression de Louis Fogel de tout à l'heure. C'était un vrai semeur d'avenir. Hein. Lisez entre 51 et 57 les textes de Gaulle, je veux dire ça. J'aimerais bien aujourd'hui lire des textes comme ça, plutôt que de s'empailler sur je ne sais quoi. Hein, on a envie de lire ça. Les Français, je vais vous dire, ont envie de lire ça. Bien sûr, dans un autre style. C'était un homme d'une époque, bien sûr. Hein, mais ils ont envie de lire ça. Il suffit vraiment d'écouter profondément les gens. Hein, donc c'est la rencontre d'un peuple et d'un homme. Et ça ne doit pas être médiatisé par les partis. De Gaulle, il ignorait totalement le parti qu'il avait créé. L'UNR, c'était à l'époque l'ancêtre du RPR. L'UNR, c'était le dernier de ses soucis. L'UNR, c'était bien pour sélectionner les candidats aux législatives. Ok, très bien, ils font leur boulot. Mais vous vous occupez pas de ça, quoi. Hein, et il invente en 65, quand le rapport de force devient meilleur, et surtout que la mort, il est passé tout près de la mort, et qu'il sait très bien que son successeur, il n'aura pas le poids de l'histoire. De Gaulle, à la limite, est-ce qu'il avait besoin d'élections? Oui, je suis un peu provocant. Mais est-ce qu'il avait besoin d'élections? À peine. À peine. Les référendums qu'il faisait suffisaient. Hein, mais il se dit, bon, mon successeur, et ça ne sera pas de Gaulle. Hein, donc il aura besoin de la légitimité du peuple. Et donc il invente l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Et en plus, ça, comme l'extrême droite a voulu à plusieurs reprises le rayer de la carte, il se dit, je ne suis pas éternel. Hein. Voilà, je ne suis pas éternel, donc si je meurs, si je suis assassiné, ben voilà, il y aura au moins ce machin, comme disait de Gaulle souvent, ce machin pour donner un peu de légitimité. Parce que moi, c'est l'histoire qui me la donne. Bien. Donc, on fait avec ça. Mais ses héritiers directs, et en particulier Georges Pompidou, commencent à faire des concessions au parti. Il le dit très bien dans Ma part de vérité, qui est un livre merveilleux de Pompidou à lire. C'est d'une intelligence. Là aussi. Je reprochais récemment à mes étudiants, reprochez-vous ça chez vous, un soir. Vous allez sur le site de l'INA, vous prenez la conférence de presse de Pompidou, dans laquelle il parle de l'affaire Gabriel Russier. Écoutez ce moment. Et dites-vous aujourd'hui qui est capable d'être à la hauteur sur un fait divers, c'était un fait divers dramatique. Mais sur un fait divers, avec des journalistes qui font leur boulot là, et essayer de gêner sur des affaires privées, et vous verrez la manière dont Georges Pompidou répond. Voilà. Hein, le jour où on se rehissera à ce niveau, ça ira mieux avec la fonction présidentielle et l'élection présidentielle. Les gens se mettront à nouveau à avoir envie et à aimer le débat présidentiel. Donc peu à peu, en effet, les partis ont pris à gauche et à droite main sur la sélection, et puis les partis devenant ce qu'ils sont. Je ne sais pas, un discours anti-partisan. Dans ma jeunesse, j'ai même appartenu à des partis, donc voilà. Mais voilà, ça n'est plus grand-chose, les partis aujourd'hui. Hein. Ce sont des machines à distribuer des postes, et les Français le savent. Hein. Ils ont perdu leur capacité à représenter ce qui se passe dans la société, à être des analyseurs de ce qui se passe dans la société et à transformer ce qui se passe dans la société en vrai combat politique, en vrai enjeu pour les élections. Hein, donc voilà, les partis perdant la légitimité, ben voilà, on s'est retourné vers les États-Unis. Pour les Français, c'est paradoxal, hein, je vais vous dire, parce que, étant donné l'image qu'à gauche, à droite et ailleurs, on a souvent des États-Unis, on est allé chercher du côté de nos amis américains. Il faut dire que c'était les Italiens qui, pour la première fois en Europe, ont implanté la gauche. C'est la gauche italienne qui a commencé à implanter les primaires. Vous voyez, parce que la crise est générale, quoi. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans l'esprit de la Ve République. Mais est-ce que le quinquennat est dans l'esprit de la Ve République? Bon, là, vous voyez, je quitte ma casquette, mais mon maître, qui était René Raymond, que vous avez connu, ce grand universitaire, j'avais des conversations avec lui, parce que moi, j'étais séduit par l'idée du quinquennat, la respiration démocratique, etc. Et il me disait, Pascal, réfléchissez. Lui était pour le septennat, ça a été un de ses derniers combats politiques. Politique au sens où un intellectuel peut mener un combat politique, c'est-à-dire discrètement. Et
à la fin, il m'a convaincu. Non pas parce que c'était mon maître, mais parce que c'était un homme d'une grande sagesse. Et il m'avait dit, voilà, avec le quinquennat, l'inversion du calendrier, on va dérégler complètement le système. Et on l'a déréglé. Oui. Oui. Alors, nous sommes les premiers au Centre de recherche politique de Sciences Po, avec Le Monde, à avoir sondé sur la primaire de gauche. Alors là, méthodologiquement, il faut être modeste. Nous sommes très loin et nous ne connaissons absolument pas l'offre. Donc, on a sondé avec différents, qu'on appelle configurations de candidature. D'abord, premier constat, pour l'instant, le peuple de gauche boude les primaires de gauche. Ce n'est pas les 6 à 8% de la droite, c'est 4% des électeurs de gauche qui, pour l'instant, disent... Et alors, j'ai été regarder pour votre question, parce que vous allez me la poser, les électeurs de droite. Alors, les électeurs de droite, ils s'en foutent complètement, la primaire de gauche. Et les électeurs du centre aussi. Alors là, c'est même pas 1%, quoi. C'est absolument pas leur problème. Parce qu'il y a une chance assez faible que la gauche puisse gagner la présidentielle. Si la gauche pouvait gagner la présidentielle, ça serait autre chose. Hein? Mais là, c'est Waterloo, morne pleine du côté de la droite et du centre. Alors, ensuite, nous avons testé, alors qu'il n'est pas candidat, François Hollande, et nous avons testé Arnaud Montebourg. Puis on en a testé d'autres, bien sûr ceux qui le sont, Benoît Hamon, Madame Lienemann, etc. Monsieur Filoche, Gérard Filoche, etc. Donc on est allé vraiment loin. Au premier tour, arrive en tête, s'il est candidat, encore François Hollande. Au second tour, on est incapable de dire si l'actuel président de la République, s'il était candidat, serait sélectionné par les électeurs de gauche. Fait course, dans la course, en deuxième position, c'est Arnaud Montebourg, qui a une existence. Parce qu'il a commencé à la construire dans la précédente primaire. Mais lui non plus, pour l'instant, n'est pas entièrement candidat, déclaré. Arnaud Montebourg, pour l'instant, fait du 50-50 avec François Hollande. Donc là, on ne peut rien dire. C'est-à-dire que le rapport de force est très serré et que même dans l'électorat de gauche, dans lequel il y a une majorité de sympathisants du Parti socialiste, François Hollande a des problèmes. Alors, quelle conclusion tirera-t-il de cela? Donc, on commence à tester celui qui pourrait être candidat à la place de François Hollande, à savoir l'actuel Premier ministre. Manuel Valls, qui fait... mais comme il n'a pas envoyé de signaux, il n'est pas candidat, bien sûr. Il a dit qu'il n'était absolument pas question d'être candidat contre François Hollande, etc. Mais au cas où le président ne l'est pas, nous sommes encore un peu en Ve République. Le Premier ministre, c'est l'héritier. Hein. Et là, il fait... tout en n'étant pas candidat, aussi bien ou aussi mal que le président de la République. Voilà. C'est-à-dire qu'il a une existence politique. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, Macron ne l'a pas testé, puisqu'il ne sera jamais candidat de la primaire de gauche. Alors, on a testé Macron dans les intentions de vote présidentielles. Alors, Macron, c'est un élément, pour l'instant, perturbateur. Mais attention. Beaucoup de présidentielles ont connu des phénomènes d'opinion qui enflammaient l'opinion publique. Je pense à Rocard en 1980, je pense à Simone Veil à une époque, je pense à Jacques Delors à une autre époque, je pense à Bernard Kouchner à une autre époque. Vous voyez, des phénomènes où en effet on se dit tiens, il y a quelque chose, les Français c'est vrai sont à la recherche d'autre chose, c'est vrai. Surtout, je vais vous dire, ce qui fait la force pour l'instant d'un phénomène de ce type, c'est la chose suivante. Alors ça, on le voit dans les... Vous savez que les observateurs ont fait de temps en temps ce qu'on appelle des groupes de qualitatifs. C'est-à-dire on prend des électeurs de toutes les tendances, de tous les âges, de tous les milieux sociaux, on les enferme pendant 3 heures, avec si possible un psychosociologue agréable ou un politologue aimable, et on parle de la vie et de la vie politique. Et on présente des images, on leur présente des scénarios, puis on leur demande un peu d'aller au-delà de leurs intentions, de dire pourquoi ils aiment, pourquoi ils détestent. Et là, il y a une peur majeure qui est en train de s'installer chez tous les électeurs en France. C'est la réplication du scénario de 2012. Nathalie Arthaud est candidate.
Jean-Luc Mélenchon est candidat. François Hollande fait tout pour l'être. François Bayrou dit « Ah, si c'est pas Alain Juppé, j'y vais ». Nicolas Sarkozy fait tout pour l'être. Marine Le Pen est candidate. Ça vous rappelle quelque chose? C'est la réplication. Quel pays au monde? Quelle démocratie au monde? Surtout après les problèmes économiques, humains, d'ordre public que nous avons traversés, les traumatismes terribles que nous avons traversés, quel pays au monde peut envisager raisonnablement de resservir aux électeurs, à la virgule près, le même scénario? Ça n'est pas possible. Ça va donner quelque chose de redoutable. Et les Français commencent, vous voyez, inconsciemment, bien sûr, les gens, attendez, ils ne se passionnent pas, heureusement, de politique tous les jours, mais enfin, ça les intéresse tout de même. Et donc, quand ils en discutent, ils se disent, mais attendez, mais on va vers quoi, là? En 2017, exactement la même chose, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, ils sont à la recherche confusément du renouveau. Renouveau en choisissant au sein des candidats de droite, renouveau en choisissant au sein des candidats de gauche, phénomène Montebourg, et renouveau ailleurs. Et le renouveau ailleurs, c'est Macron. C'est comme ça que c'est perçu. Parce que Macron, quand vous regardez, alors il fait entre 12 et 14% d'intention de vote aujourd'hui. C'est pas mal, oui. Pas mal, ça perturbe le jeu. Hein. Surtout que c'est une machine à aspirer à droite, à gauche et au centre. Là où il prend le plus d'électeurs, on comprend la réaction vive de François Bayrou. C'est chez les électeurs du centre. Parce que là, il y a des électeurs du centre qui disent « Ah, occasion de renouveau au centre ». Et donc, chez les électeurs du MoDem et chez les électeurs de François Bayrou, c'est pas rien l'électorat de François Bayrou. Hein. Le MoDem, c'est pas grand-chose comme structure, mais François Bayrou, c'est un capital électoral. Là, il souffrirait beaucoup de la concurrence d'un Emmanuel Macron. Deuxièmement, la gauche. Pour le président, s'il est candidat, Macron n'est pas là, il est au-dessus de 10%. Bon. Il peut encore prétendre être le troisième homme. Avec Macron, il est le quatrième ou le cinquième homme. C'est terrible. Donc, il a tout un électorat de centre-gauche qui, voilà, le candidat normal de version 2, pourquoi pas. Non, Macron est là, ah non. Alors là, c'est lui. La normalité de demain, c'est lui. Et puis, à droite. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie d'électeurs, vous voyez, cadre sup, profession libérale, très dans l'activité économique, très sensible à l'économie numérique, à la modernité, qui se dit, bon, au fond, pourquoi pas Macron? Pourquoi pas? Donc des électeurs qui iraient voter Sarkozy, qui iraient voter Juppé, qui iraient voter Bruno Le Maire si c'était Bruno Le Maire, vous voyez, hein? Des gens qui se disent, au fond, pourquoi pas? C'est un ministre de gauche qui était contre la gauche. Donc, bon, au fond, voilà. Hein, et puis, ce qu'il a fait, ben, les syndicats nous expliquent que c'est vraiment pas ça qu'il fallait faire. Donc, au fond, bah oui. Hein, oui, il a été un peu longtemps dans le gouvernement, tout de même. Mais enfin, hein, faut penser à l'ouverture. Donc, pourquoi pas l'ouverture dès maintenant, hein? Bon. Donc, Macron perturbe. Hein. Alors, est-ce que ce capital va tenir? Parce qu'on est dans la Ve République. Faire campagne, c'est long. Surtout avec le système médiatique aujourd'hui. Ça a changé. C'est plus du tout la même chose. Hein. La campagne en 65, en 69, en 74, encore en 81, en 88. Ça commence à changer dans les années 90. Alors, les années 21e siècle, on ne fait plus du tout campagne de la même manière. Hein. Donc, avec ce système, il va falloir tenir la route, tenir la distance, avoir des relais, avoir une machine. Or, Macron, c'est pas une insulte du tout à lui faire, c'est un homme seul, avec quelques jeunes, je les connais, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants de Sciences Po, Macron, ils se ressemblent tellement, d'abord physiquement, vous voyez, peut-être là, oh, c'est les mêmes, tiens, j'ai des tas de petits Macron dans mon amphi, là. Voilà. Donc, voilà. Donc, ils sont gentils comme tout, ils sont sympas. De toute façon, quand un jeune est engagé, qu'ils sont engagés de l'extrême gauche à l'extrême droite, il est engagé. Très bien. Au moins il s'intéresse à quelque chose. Hein. Plutôt que d'être là, le ventre mou, à attendre que ça se passe comme des vaches au pré. Voilà. Donc, voilà, moi je favorise ça. C'est bien que les jeunes s'engagent. Hein. Et il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de... maladroitement parfois, mais ils veulent faire des choses pour
pour leur pays, pour le groupe, voilà, ils veulent faire des choses, il faut les guider simplement. S'ils ne sont pas guidés, ils font parfois d'énormes bêtises. Hein. Mais s'ils sont guidés, il n'y a pas de problème. Hein. Il faut leur parler, il faut y consacrer du temps, voilà. Hein. Mais Macron, c'est ça. Alors, est-ce qu'on fait une campagne présidentielle avec ça? Il va falloir muscler. Alors, le mouvement En Marche, il est en marche. Voilà, mais il va falloir trouver des marcheurs, et des marcheurs qui aient de la glaise à leurs souliers. Vous voyez? Parce qu'il y a des marcheurs, c'est un peu ou bien des escarpins, ou bien des vernis, ou bien des pompes de chez Church. Mais là, il faut de la pompe de chez Bata qui a fait les sentiers, les petites communes, les moyennes communes, qui est allé. Alors, il a compris, parce qu'il est tout sauf idiot, Macron. C'est un des hommes politiques. Très souvent, les hommes politiques, je me dis, c'est très bien s'ils ne faisaient pas de la politique, s'ils étaient analystes. Il y a quelques hommes politiques comme ça qui, dans l'analyse, sont très brillants. Il y avait Giscard, jadis. J'adorais écouter Giscard, surtout quand il était très méchant, ce qu'il est capable d'être, et qu'il analysait la situation. C'était, mais d'un brillant, d'une intelligence peu commune. Macron, quand il analyse, on se dit, il est très bon. En revanche, quand tu fais des lois, la loi Macron, c'est pas grand-chose. Il faut dire que ses camarades ont mis une telle ardeur à la déshabiller que, bon, voilà. Mais enfin, bon, voilà. Mais en tant qu'analyste, c'est vraiment impressionnant. Il a vraiment une tête analytique, vraiment. Mais est-ce que les bons analystes gagnent les élections? J'avais le même plaisir, moi, à parler avec Jacques Delors. Je vous assure, quand on parle avec Jacques Delors, et quand on parle encore aujourd'hui, même s'il est vraiment âgé aujourd'hui, avec Jacques Delors, c'est un bonheur. C'est un bonheur, parce que c'est des hommes d'une intelligence. Qu'on soit d'accord ou pas avec eux, ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, ce n'est pas forcément ceux-là qui gagnent les élections. Hein. Parce que l'élection, c'est autre chose. Ça ne se gagne pas simplement, c'est pour ça que je n'ai jamais fait de la politique, moi. Ça ne se gagne pas en étant simplement analytique. Vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour le savoir. Hein. Donc, Macron, c'est la limite. Mais personnellement, vous voyez, je me suis trompé au début. Je croyais que ça allait être une bulle purement médiatique. Je ne dirais plus ça aujourd'hui. Parce que, comme le scénario de l'anus, vous savez, de ce machin, oh mon Dieu, ça va être l'année horrible. Hein, voilà, anus horribilis. Hein, voilà. Hein, voilà. Donc c'est vraiment un truc. Les Français, mais sont horrifiés de ce qui va se passer. Donc ils se disent, mais comment fait-on? Comment fait-on donc Macron, l'abstention, Montebourg, Juppé? Vous savez, quelque chose de très intéressant. Juppé, on dit 72 ans. D'abord, je vous ai fait remarquer que le corps électoral est très âgé. Donc l'âge pour un corps électoral très âgé, oui, par définition, ce n'est pas forcément un défaut. Hein, ce que semblent ignorer certains. Mais vous prenez chez les jeunes qui vont aller voter. Quel est le candidat le plus populaire chez les jeunes qui vont aller voter à la primaire de droite et du centre? C'est Alain Juppé. Oui. Parce que, et pourtant il est là dans la vie politique, il était Premier ministre, il est occupé de mais parce que pour eux, c'est celui qui n'était pas là en 2012. Donc ça évite le scénario horrible. Hein, ça peut être également le vote de protestation aussi. Parce que Marine Le Pen, elle était déjà là en 2012. Mais comme elle peut être aussi le vecteur, pas simplement d'une demande de mettre en œuvre les solutions du Front National, mais aussi d'envoyer un espèce de bras d'honneur aux autres, elle peut récupérer ça. Hein, donc, voilà la situation. Ensuite, c'est vous, vos électeurs, qui en feront un autre scénario. Voilà, merci. Je crois que la présidente de région va nous rejoindre d'ici quelques minutes.
Mon cher Pascal, je voulais vraiment vous remercier de cette heure que nous venons de passer avec vous. Voilà, un vrai régal. Je crois que le terme, il est là.